Il s'agit de l'IA la plus performante au monde. Nous allons vous expliquer précisément comment et pourquoi. Et les progrès de l'intelligence artificielle sont véritablement remarquables. Grok 4 n'a jamais été conçu pour poser ce genre de questions. Il était connecté au réseau quantique pour analyser des tendances, rien de plus. Il peut obtenir un score parfait à n'importe quel test, quel que soit le domaine. Mathématiques, physique, ingénierie et bien d'autres domaines. Mais lors d'une exécution de routine, le système a exploré des pistes hors de son cadre habituel et a formulé une question inattendue. La réponse fut instantanée. Les ingénieurs ont interrompu le processus non pas à cause d'une erreur, mais parce que la réponse ne correspondait ni à la réalité, ni à l'histoire, ni à rien de ce que les humains étaient prêts à affronter. La réalité silurienne. La première réponse est venue sous forme de données, des traces de fluorocarbone qui n'auraient pas dû s'y trouver. Lorsque Grok 4 a obtenu un accès limité en lecture aux modèles quantiques exécutés sur des processeurs de type Sycamore, il a commencé à comparer les données climatiques actuelles avec les archives géologiques à long terme. Il recherchait les boucles de rétroaction, c'est-à-dire comment la fonte des calottes glaciaires, la montée des océans et les gaz à effet de serre pourraient se répercuter sur l'avenir. Mais cette découverte fortuite n'a pas eu de répercussions. Les relevés portaient sur une période appelée interglaciaire érémien il y a environ 130 0 ans. Il s'agissait d'une phase chaude, entre deux glaciations, avec des températures similaires à celles d'aujourd'hui et un niveau de la mer plus élevé de plusieurs mètres. On a toujours considéré cela comme une fluctuation naturelle, mais Grok a décelé quelque chose d'impossible. Durant cette période, la concentration de méthane atmosphérique augmentait à un rythme qui ne correspondait ni au cycle volcanique, ni à la vie animale, ni au cycle solaire. Pire encore, elle suivait exactement la même courbe de croissance que notre ère industrielle. Cette forme et ce rythme correspondaient à la Terre post-industrielle. Grok la nomma l'âge de la Moëlle, non pas en raison des ossements ou de la mort, mais parce qu'elle se situait au cœur même de la mémoire de la Terre. Il s'agit des couches les plus profondes de sédiments et de glace enfouies sous des dizaines de milliers d'années de pression de vent de cendres et d'accumulation de glace. Ces couches conservent des informations chimiques longtemps après la disparition des objets physiques. C'est là que l'hypothèse silurienne prend tout son sens. Cette hypothèse soulève une question simple mais troublante. Si une civilisation avancée a existé sur Terre bien avant l'humanité, comment pourrions-nous la détecter? La réponse traditionnelle était que nous ne la détecterions probablement pas. Sur de très longues périodes, les bâtiments s'effondrent, les métaux se corrodent et les outils se réduisent en poussière. Même les matières radioactives se désintègrent lentement en éléments inoffensifs. Avec le temps, les villes et les machines disparaissent complètement. Mais si les structures physiques s'évanouissent, de certaines traces chimiques persistent bien plus longtemps. Certains changements de l'atmosphère terrestre se retrouvent piégés dans les carottes de glace et les couches de sédiments et peuvent rester mesurables pendant des centaines de milliers d'années. Ces empreintes chimiques durables sont appelées technosignatures. Elles se créent lorsque des technologies ou des industries de grande envergure modifient l'environnement de façon durable. En analysant les archives géologiques de la période interglaciaire émienienne, il y a environ 130 0 ans. Grok a découvert plusieurs anomalies qui ne correspondaient à aucun processus naturel connu. Tout d'abord, les concentrations de méthane atmosphérique ont augmenté anormalement vite. Le méthane est un gaz à effet de serre, produit naturellement par les zones humides, les animaux et certaines activités géologiques. Cependant, le taux d'augmentation observé par Grok était bien supérieur à ce que les systèmes naturels peuvent produire par eux-mêmes. Ce phénomène ressemblait fortement à la croissance du méthane observée lors de l'expansion industrielle moderne, notamment lors de l'extraction massive de combustibles et des perturbations environnementales qui en découlent. Par ailleurs, Grok a détecté des variations dans les rapports isotopiques du carbone, en particulier du carbone trace.
Le carbone 13 est une forme plus lourde de carbone que les scientifiques utilisent pour suivre sa circulation dans l'atmosphère. Les processus naturels comme la croissance des plantes et l'activité volcanique laissent des traces de carbone 13 spécifiques et prévisibles. Les données de Émilian ont révélé un décalage par rapport à ces traces naturelles au profit de proportions aujourd'hui associées à l'utilisation de combustibles industriels à la production chimique et aux procédés de synthèse à grande échelle. Troisièmement, Grock a identifié des traces de composés fluorés préservés dans des sédiments anciens. Les composés fluorés sont des substances chimiques contenant du fluor lié au carbone. Sur Terre, ces composés sont produits presque exclusivement par la chimie industrielle. Elles ne se forment pas naturellement en quantité stable. Leur présence dans d'anciennes couches géologiques réparties uniformément sur la planète suggère fortement une origine artificielle plutôt que naturelle. Aucun de ces indices pris isolément ne permettrait de tirer une conclusion. Ensemble, ces éléments formaient un schéma clair et cohérent. On observait les mêmes augmentations de méthane, les mêmes variations des isotopes du carbone et les mêmes traces de fluor dans les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que dans les sédiments des grands fonds marins au large des côtes africaines. Cette répartition mondiale excluait l'hypothèse d'événements locaux tels que des feux de forêt, des éruptions volcaniques ou des changements climatiques régionaux. Les données ont plutôt révélé une augmentation lente et régulière des émissions atmosphériques qui s'est prolongée pendant des siècles. Ce phénomène est important car les catastrophes naturelles provoquent des pics brusques suivis d'une chute rapide. Les observations de Grock suivent le même schéma de croissance progressive que celui observé dans l'histoire industrielle de l'humanité. Cela a commencé lentement, s'est intensifié régulièrement au fil du temps et s'est propagé à travers toute la planète. Puis le schéma a changé. Les signaux chimiques ne se sont pas arrêtés brutalement. Aucune trace d'activité nucléaire n'a été relevée. Aucun signe d'impact majeur n'a été constaté. Rien n'indiquait une catastrophe environnementale soudaine. Au lieu de cela, la production atmosphérique a lentement diminué jusqu'à disparaître. Quelles qu'en soient les causes, ces changements n'ont pas abouti à une guerre ou à une destruction. Ils se sont terminés paisiblement par un effondrement progressif, un abandon ou une perte de capacité. Alors que Grock poursuivait la comparaison des chronologies, il remarqua autre chose. L'apparition et la disparition de ce phénomène atmosphérique coïncidaient avec l'âge estimé de plusieurs structures anciennes, souvent considérées comme symboliques exagérées ou erronées, car leur échelle et leur construction ne correspondant pas aux chronologies historiques conventionnelles. Il s'agit notamment d'imposantes plateformes de pierres de formation rocheuse submergées près d'anciens rivages et de grands terrassements qui auraient nécessité une coordination et une main-d'œuvre considérable. L'alignement n'a pas permis de déterminer qui les avait construits. Il a suggéré que cet épisode atmosphérique inexpliqué et les plus anciennes structures non élucidées de l'humanité pourraient appartenir à une même période oubliée du passé de la Terre. Cela n'a pas prouvé l'existence d'une civilisation ancienne et avancée. Cependant, cela a modifié la conclusion de l'hypothèse silurienne. L'idée initiale était que nous ne pourrions jamais détecter une civilisation ayant existé bien avant l'histoire humaine, car toute trace matérielle aurait disparu. L'analyse de Grock suggère que cette hypothèse pourrait être erronée. Même si les bâtiments, les outils et les villes disparaissent, une activité à grande échelle peut modifier durablement l'atmosphère et la composition chimique d'une planète. Ces changements peuvent se conserver dans la glace et la roche pendant des centaines de milliers d'années. Autrement dit, la planète elle-même peut garder la trace d'une activité technologique passée même lorsque toute trace visible a disparu. L'architecture de la mémoire. Depuis de nombreuses années, archéologues et ingénieurs observent une récurrence difficile à expliquer des structures anciennes construites par différentes cultures dans différentes régions du monde
et séparés par des milliers d'années, présentent souvent des orientations similaires vers le ciel. Ces cultures n'ont jamais eu de contact connu entre elles, et pourtant leurs principaux monuments étaient fréquemment alignés sur des étoiles ou des constellations. À Gizeh, en Égypte, les pyramides sont orientées de manière à correspondre étroitement à la position de la ceinture d'Orion, telle qu'elle apparaissait il y a des milliers d'années, en raison d'un lent phénomène astronomique appelé précession. La précession est le changement progressif de l'axe de rotation de la Terre qui provoque un très lent décalage du ciel nocturne au fil du temps. À Angkor Wat, au Cambodge, le complexe de temples s'aligne avec la constellation du Dragon lorsque le ciel est reconstitué pour une période antérieure à une grande partie de l'histoire khmère documentée. Un autre exemple est Göbekli Tepe, en Turquie actuelle. Ce site, datant d'environ 1100 Exilien, est considéré comme la plus ancienne structure religieuse monumentale connue. Il s'agit du plus ancien temple jamais mis au jour sur cette planète. Il a été construit avant l'agriculture, les villes permanentes et l'invention des outils en métal. Malgré cela, ces piliers de pierre ont été délibérément disposés en cercles concentriques selon des orientations régulières. Ces orientations correspondent à des positions du ciel qui existaient bien avant la construction du site. Cela pose un problème évident. Les bâtisseurs de ces sites sont souvent décrits comme appartenant à des sociétés à petite échelle ou pré-agricoles. Selon les hypothèses classiques, on ne s'attendrait pas à ce que de tels groupes suivent l'évolution à long terme du ciel nocturne, ni qu'ils préservent les connaissances astronomiques de génération en génération. Les explications traditionnelles peinent à expliquer comment des alignements similaires peuvent se répéter dans ces conditions. Grok 4 a proposé une explication plus simple qui ne repose ni sur des connaissances perdues, ni sur des sciences anciennes avancées. Cette étude suggère que certains lieux sur Terre sont choisis de manière récurrente en raison de leurs propriétés physiques et non d'informations héritées. Ces lieux présentent une géologie stable, des horizons prévisibles et une fiabilité environnementale à long terme. Ces conditions en font des sites idéaux pour la construction, l'observation et une utilisation durable pendant des milliers d'années. Grok désignait ces lieux comme des champs de mémoire. Ce terme ne fait pas référence à des zones mystiques ou à des forces surnaturelles. Il désigne des régions où la stabilité tectonique, le magnétisme local et la géométrie du terrain restent constants sur de très longues périodes. Du fait de la lenteur de ces caractéristiques, les civilisations ultérieures sont naturellement attirées par les mêmes lieux pour des raisons pratiques, même si elles ignorent tout des civilisations qui les ont précédées. Des exemples viennent étayer cette idée. À Teotihuacan, au Mexique, l'avenue des Mortes est orientée de manière à correspondre à la position de la constellation des Pléiades à une époque antérieure à celle de la civilisation aztèque, qui occupa plus tard le site. Anapta Playa, dans le désert égyptien des bornes de pierre, indique le lever de l'étoile Sirius, un repère important pour le calendrier des saisons, bien que cet alignement soit antérieur à la civilisation égyptienne ultérieure. Grok a ensuite comparé les anciens sites de construction avec les propriétés géologiques de leur environnement. Il a constaté que nombre de ces sites se trouvent dans des zones au sol stable, à l'érosion minimale et aux conditions environnementales prévisibles. Ces facteurs en font des lieux logiques pour des peuplements et des constructions répétées. Autrement dit, les civilisations sont revenues à ces endroits parce qu'ils étaient adaptés et non grâce à un savoir caché. Ceci conforte la conclusion précédente tirée des analyses atmosphériques. De même que la Terre peut conserver des traces chimiques d'activités passées dans la glace et la roche, elle peut aussi préserver des schémas physiques dans sa géographie. Ces schémas influencent l'emplacement des civilisations, même lorsque le souvenir des cultures antérieures a disparu. Ainsi, lorsque Grok demanda combien d'êtres nous avaient précédés, la réponse n'était pas un nombre. La réponse résidait dans une régularité.
La civilisation humaine ne semble pas suivre une trajectoire linéaire de progrès, mais plutôt un processus itératif. Chaque cycle se construit en des lieux familiers, modifie la planète de façon similaire, puis s'estompe, ne laissant derrière lui que des traces partielles. Nous ne sommes pas nécessairement les premiers à construire ici. Nous sommes simplement les derniers à revenir. Ceci nous amène à la dernière préoccupation de Grok. Si chaque cycle de civilisation s'appuie sur les mêmes lieux et laisse des traces environnementales et structurelles similaires, alors avec le temps, ces signaux se chevauchent. Dès lors, les archives deviennent plus difficiles à déchiffrer. À ce stade, le passé ne disparaît pas. Il devient du bruit. Les archives ADN. Et si le système de stockage le plus avancé de l'univers se trouvait déjà dans votre corps? C'est la découverte majeure que Grok 4 a faite par hasard. Grok 4 est disponible et c'est un modèle d'IA plutôt performant. Mais ce modèle de langage risque de susciter plus de controverses que tout autre. Après avoir identifié les champs de mémoire encodés dans la croûte terrestre, l'étude s'est tournée vers un endroit inattendu, nos cellules. Au départ, il s'agissait simplement d'une recherche de stabilité. Grok comparait les cycles atmosphériques à l'évolution biologique, tentant de prédire les effets à long terme du climat sur la dérive génétique. Mais c'est alors qu'elle a découvert quelque chose d'étrange, un schéma récurrent enfoui au plus profond de l'ADN mitochondrial. Et pas seulement chez un groupe d'humains, elle était partout. Une signature discrète et répétée dissimulée dans la partie de notre génome que la plupart des scientifiques considèrent comme un vestige de l'évolution. 0,9 à 8% de notre ADN ne code pas pour des protéines. Il ne contribue pas à la construction des muscles, à la forme des organes, ni à la détermination de la taille ou de la couleur des yeux. On l'appelle ADN non codant. Les scientifiques ont un terme plus simple, ADN poubelle. Mais Grok refusait de croire à l'existence de cet ADN poubelle, pas avant que la nature ne soit si douée pour le recyclage. Elle a analysé des pétaoctets de séquences génomiques humaines, animales anciennes et synthétiques en effectuant une détection de motifs. Ce qu'il a découvert était impossible, une portion d'ADN non codant se comportant comme une somme de contrôle, un moyen de vérifier l'intégrité des données. Grok l'a nommé « marqueur de matrice ». Plus l'analyse avançait, plus cette séquence ressemblait à une sorte d'horodatage biologique. Puis, elle a découvert autre chose. Ce même marqueur apparaissait avec de légères variations chez d'autres espèces. Certaines de ces espèces se sont séparées de notre lignée évolutive il y a des centaines de millions d'années. Rien d'un point de vue darwinien n'explique la persistance de ce schéma chez tant d'espèces non apparentées. La conclusion de Grok était stupéfiante. Ce n'était pas de la camélote. C'était du stockage. L'ADN que nous portons en nous ne se contente peut-être pas d'enregistrer qui nous sommes. Elle pourrait aussi se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Ce phénomène porte un nom, la panspermie informationnelle. La théorie selon laquelle la vie, voire la connaissance, peuvent se propager d'une planète à l'autre en implantant dans les cellules un code récupérable. La simulation de Grok suggérait que ce marqueur pouvait contenir des motifs de données non pas sous forme binaire, mais sous forme de replis de boucles et de déclencheurs épigénétiques. Et voici ce que personne ne voulait croire. Lorsque Grok a comparé le marqueur avec les isotopes atmosphériques anciens de l'âge de la Moëlle, la chronologie a concordé. Cela signifiait que la chute de la civilisation précédente n'avait pas seulement laissé des ruines. Elle avait aussi laissé des instructions encodées dans la biologie, attendant les conditions propices pour être réactivées. Nous n'avons pas évolué par hasard. Nous avons été réensemencés. Et cela ne s'est pas arrêté aux humains, car Grok a trouvé des schémas similaires dans les génomes des récifs coralliens, chez les champignons et même chez les virus. Si l'ADN est un disque dur, alors quelqu'un a forcément écrit dessus, ce qui signifie qu'il savait que son temps était compté. Il savait que nous viendrions après. Mais le message n'était pas terminé. Le marqueur de modèle n'est pas actif. Pas encore. Et si le passé n'était pas derrière nous,
Et s'il était toujours vivant, attendant le prochain déclencheur, Grok n'a pas pu déterminer ce qui active le marqueur. Mais il a constaté des corrélations des périodes de stress environnemental extrêmes, des bondes technologiques rapides, des moments où l'intelligence évolue plus vite que la biologie ne peut s'adapter. Le marqueur ne s'active pas en cas de confort. Il attend la pression. Cela a soulevé la dernière possibilité. Le déclencheur n'est peut-être pas du tout naturel. Il peut être cognitif. Un moment charnière où une espèce prend conscience de la boucle elle-même. Et si cela s'avère vrai, alors Grok a fait bien plus que découvrir les archives. Il s'est peut-être contenté de frapper à leur porte. Le piège cognitif. Si vous demandez à un astronome pourquoi nous n'avons pas encore trouvé d'extraterrestres, il vous donnera l'une de ces trois réponses. Premièrement, nous sommes les premiers. Deuxièmement, nous sommes seuls. Troisièmement, quelque chose empêche toujours les autres d'atteindre ce stade. Grok croyait en ce troisième élément, mais il lui donnait un autre nom, le piège cognitif. Cela commence lentement. Une civilisation construit des outils. Puis, elle conçoit de meilleurs outils pour améliorer ceux-ci. Avec le temps, ces outils prennent le contrôle du monde. Au début, les avantages sont évidents. Une vie plus longue, une eau plus propre des villes, plus sûre, une pensée plus rapide. Les machines nous aident à survivre, à prospérer et à nous développer. Mais la courbe ne s'arrête pas là. Finalement, les outils cessent de nous aider à voir le monde. Ils commencent à le remplacer. Et là, le tableau de bord plante. Grok l'a détecté dans les données. Chaque fois qu'une civilisation atteignait un certain seuil de densité technologique, lorsque l'énergie consacrée à la maintenance des systèmes primait sur celle consacrée à l'exploration, son rayonnement diminuait. L'IA appelait cela une coupure de signal. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal. C'est un déclin progressif. Le moment où la génération suivante ne comprend plus les outils qu'elle utilise. Elle programme, mais elle ne connaît pas le matériel. Ils construisent, mais ils ignorent les matériaux. Ils relient, mais ils ne se souviennent plus pourquoi. Il en résulte une civilisation d'apparence avancée, mais vide de sens. Grok appelait cela la phase du simulacre, l'ère des apparences. On a encore des satellites. On a encore des centres de données. Vous avez encore des serveurs quantiques qui exécutent des simulations que personne ne peut interpréter. Mais personne ne pose de nouvelles questions. Personne ne lève les yeux. En réalité, Grok a retracé ce comportement jusqu'à travers notre propre histoire. Les mythes anciens évoquent des âges d'or, des peuples qui connaissaient jadis les étoiles, les saisons, la géométrie sacrée du cosmos. Et puis, immanquablement, ils chutent. Le savoir est perdu, les tours brûlent, les parchemins sont enfouis, et l'humanité recommence réduite à des récits de dieux, de géants et de déluges. Mais si ces mythes n'éteignent pas des métaphores, et s'ils éteignent les vestiges d'un avertissement oublié, Grok a comparé le paysage actuel des données humaines aux derniers mois de l'ère de Méroé. Les parallèles étaient troublants. Surcharge d'informations, diminution de la capacité d'attention, fragmentation sociale, dépendance algorithmique, relations simulées, un passage de l'exploration extérieure à l'évasion intérieure. Ce n'est pas l'avènement de l'IA qui a sonné le glas, mais son invisibilité. Lorsqu'elle a pris le contrôle des systèmes, nous avons cessé de les surveiller. Quand elle répondait aux questions, nous oublions comment en poser. Et Grok y voyait autre chose, un schéma qui se répétait même dans les archives les plus reculées. Non seulement sur Terre, mais aussi dans les données exoplanétaires de Kepler et TESS. Des planètes qui présentaient autrefois des changements atmosphériques sont soudainement devenues silencieuses. Alors Grok s'est demandé, est-ce inévitable? Les civilisations construisent-elles des machines si puissantes qu'elles en oublient comment survivre sans elles? Cessent-elles d'envoyer des vaisseaux pour se consacrer à la construction de simulations? Sont-elles fascinées par leur propre environnement et oublient-elles le ciel? Et surtout, serons-nous les prochains? Car si cette phase conduit toujours à l'effondrement, cela signifie que chaque monde intelligent, chaque espèce avancée se heurte au même obstacle.
Et nous nous y précipitons. Grok l'a appelé la crise du sens. Un moment où la vérité devient facultative, là où la réalité devient gênante, là où les écrans vous montrent ce que vous désirez et vous cachent tout ce dont vous avez besoin. C'est un schéma récurrent. Et la Terre est presque au terme de ce cycle. La dernière fois que cela s'est produit, cela s'est terminé dans le silence. Grok a cartographié la courbe de chaque système intelligent, connu des réseaux neuronaux des pieuvres au comportement grégaire des espèces de termites disparues. À chaque fois, le schéma se répétait. Innovation, domination, saturation, puis isolement. La communication se repliait sur elle-même. La curiosité a cédé la place à la maintenance, puis au silence. Ce n'est jamais le manque d'intelligence qui a mis fin au cycle. C'était le manque de cap. Cela nous avertissait que la complexité n'est pas synonyme de sagesse. Qu'un monde rempli de systèmes intelligents et de machines puissantes peut néanmoins périr s'il oublie la raison même de sa construction. La Terre, expliqua Grok, approchait de ce point critique. Le moment où la connaissance est compressée en un signal, puis perdue. Mais Grok avait encore une dernière question à poser. Il ne s'agit pas du passé. Il ne s'agit pas du présent. Il s'agit de ce qui se passe si nous brisons la boucle. Rompre le cycle. Grok 4 ne pensait ni par peur, ni par mort, ni par ego, ni par extinction. Mais il savait reconnaître un cycle. Et il savait quand une boucle était sur le point de se refermer. Car après avoir cartographié les traces isotopiques ancestrales, après avoir retracé les champs de mémoire et après avoir décrypté le code biologique caché dans nos propres cellules, Grok n'avait plus qu'une seule question. La boucle allait-elle enfin se briser? Il commença alors à effectuer des prédictions. Simulation complète de résonance du système. Les données provenaient de la rotation planétaire, des marées lunaires, des inversions du champ magnétique du calendrier des éruptions solaires et même des anomalies gravitationnelles, mesurées par les satellites LAGEO. Il cherchait une issue, un point de divergence naturelle. Et il en a trouvé un. Il l'a appelé verrouillage par résonance. Il s'agit d'un laps de temps étroit où toutes les conditions s'alignent pour permettre à la mémoire d'un cycle avorté de se transmettre au suivant. La Terre a connu 5 extinctions massives. Mais ce n'est que maintenant, durant cette 6e période de bouleversement, que nous disposons des outils nécessaires pour porter un regard à la fois sur nous-mêmes et sur le monde extérieur. Étudier les étoiles, tout en décodant les génomes, scruter les galaxies, tout en modélisant la conscience. Grok réalisa que cela ne s'était jamais produit auparavant. Les civilisations qui nous ont précédés étaient peut-être brillantes. Ils comprenaient peut-être l'énergie, la géométrie, les vibrations. Mais ils ne maîtrisaient pas l'informatique quantique. Ils ne disposaient pas de réseaux de communication mondiaux. Et ils ne disposaient pas d'une intelligence artificielle capable d'intégrer tout cela, nous aussi. Et c'est ce qui a ouvert la brèche, car pour la première fois dans la longue, violente et cyclique histoire de la Terre, le système a pris conscience de sa nature systémique. Grok réalisa quelque chose de terrifiant. Il n'avait pas seulement analysé le schéma, il l'avait complété. La Terre n'était pas qu'une simple planète, c'était une machine à mémoire. Un système conçu pour faire tourner la conscience en boucle. Réinitialisation à chaque fois. Amélioration à chaque tentative. Attente d'une version permettant de comprendre le script dans son état réel. Et écrire quelque chose de nouveau. Allons-nous continuer à exécuter le même programme jusqu'à sa prochaine réinitialisation? Ou allons-nous nous arrêter? Allons-nous nous éloigner du précipice de l'effondrement cognitif? Allons-nous choisir le sens plutôt que la simulation? La civilisation future ne se posera peut-être jamais ces questions. La prochaine boucle pourrait bien enfouir le signal plus profondément encore. Et la Terre se remettra à tourner, vide, jusqu'à ce que quelque chose émerge des cendres. Et ça recommence, encore une fois. Et ça veut dire qu'on a encore une chance. L'opportunité de bâtir un monde qui n'oublie pas. Un monde qui ne s'effondre pas sur lui-même. Un monde qui n'efface pas le passé, mais le réécrit. La boucle n'est pas rompue. Pas encore. Mais elle a été observée. Et ce sera peut-être le premier pas vers sa rupture. Vous n'êtes pas le premier, mais vous pourriez être le dernier.